Blanza le 10 juillet 2013 en compagnie de Frédéric Bobin. Bonjour Frédéric Bobin. Bonjour Dominique. Alors vous êtes ici à Blanza parce qu'il s'agit de chansons bien entendu, mais vous animez quelque chose qui s'appelle chanter et transmettre le répertoire. De quoi s'agit-il? Oui, alors c'est un atelier, on peut appeler ça comme ça, un atelier choral où on fait chanter les gens. Je dis on parce qu'on est plusieurs sur le coup, il y a Rémo Gary et la pianiste qui a l'habitude de l'accompagner, c'est Clélia Bressa-Bloom. Voilà, c'est bien ça ce dont vous me parlez. On parle voilà. de ça. Oui, voilà. Parce qu'il y a deux choses. Il y a aussi une conférence, entre guillemets, avec Mouron et Rémo Gary, qui est sur le même thème, où on interviendra pendant 1 heure à peu près sur ce thème-là. Mais voilà, ce dont je vous parlais, en fait, c'est la chorale. Il y a une vingtaine de personnes. Bah voilà, on va apprendre des chansons ensemble. Monsieur et Madame tout le monde. C'est ça. Alors là, vraiment, c'est pas la peine de savoir déjà chanter vraiment de façon extraordinaire. On va vraiment être dans le partage, vraiment dans le plaisir. On a fait une séance justement tout à l'heure, là j'en sors, et c'était déjà très agréable. Il y avait Alain Vaner nous a demandé des choses précises, à savoir une chanson de Marc Robin. On va apprendre donc ensemble. Puisque la manifestation est un hommage. Voilà, exactement. Une chanson que chantait Marc Robin, et puis des chansons plutôt à caractère social. Voilà, c'est un peu ça le cahier des charges. Mais voilà, on sera dans le plaisir en tout cas de chanter ensemble. Et c'est très important. Et donc, ces gens-là qui participent à cet atelier vont après chanter sur scène? Voilà, il y a un temps qui sera samedi à midi, à la fin des rencontres, où on va chanter quelques-unes des chansons qu'on aura travaillées sur... Il y a 5 séances en tout, c'est pas énorme, 5 séances d'1 heure à peu près. Ce sont les mêmes personnes qui prennent les 5 séances? Voilà. Après, il y a des gens qui peuvent aller venir par rapport à leur dispo. Mais tous seront au final sur la scène. Voilà. Sauf ceux qui ont vraiment trop peur d'être sur scène, mais il n'y a pas de raison. Il faut se créer quelque peur. Voilà, exactement. Eh bien, on va entamer par ça, là. Et vous, Frédéric Bobin, quand vous rentrez sur scène, est-ce qu'il y a un petit pansement aux tripes? Ah oui, bien sûr. Ouais. J'ai un petit trac syndical. Et comment arrivez-vous à je ne vais pas dire le maîtriser, mais à faire avec? C'est quelque chose, finalement, je m'aperçois au fil des scènes que je cultive un petit peu. Vous voyez, les rares fois où j'ai pas eu ce trac, c'était pas très bien du coup. Mais moi, j'apparente ça à une espèce de concentration, à une espèce de temps de concentration comme ça. Alors moi, j'ai mes petits trucs. Il faut que je marche beaucoup, par exemple. Voilà, je marche. Je fais les 100 pas dans la loge. C'est ma façon de me concentrer et puis de me mettre déjà dedans, afin que voilà, quand je mets un pied sur scène, en principe, ce trac disparaît complètement. Et après, je suis dans autre chose, quoi. Je suis pas dans la peur ou dans un petit peu l'angoisse comme ça. J'ai bien compris. Si cette petite angoisse n'était pas là, c'est pas sérieux. Presque. C'est pas que c'est pas sérieux, mais en tout cas, j'aurais du mal à me mettre vraiment dans l'histoire du concert, quoi. Ça m'est arrivé quelques fois, comme je vous le disais, et je crois que je manquais de concentration. Du coup, j'étais un petit peu dispersé. J'étais pas vraiment dans ce que je disais, dans ce que je faisais à 100%, même à 200%. Je pense qu'il faut y être à fond quand on est sur scène. Hein. C'est ça aussi la difficulté. Et puis la grande satisfaction, le grand plaisir quand on y arrive. Ouais. C'est pas toujours le cas d'ailleurs. Mais... Alors vous commencez à avoir, comme on dit, de la bouteille. Ouais, vous n'êtes plus un débutant. Non. Bon, chaque fois que l'on parle de vous, qu'on écrit sur vous, on évoque toujours la présence de votre frère. On va essayer de le faire plus... On va le citer pour ne pas l'oublier. Ah oui, absolument. Philippe, je crois. Exactement. Votre frère est aîné. Aîné, tout à fait. Qui parfois vous renvoie l'ascenseur, puisque ce sont ses textes. Exactement. Ce sont vos musiques, mais sur scène, ce sont vos interprétations. Oui. Et lui, il reste professeur de français. Exactement. À la fois, ça lui convient parce qu'il est dans l'ombre et il ne se voit pas bien sur la scène. Mais vous avez commencé très tôt, tous les deux, à écrire. Et il y a cette complicité qui est quand même... Alors on va dire ça existe. Elle est... dans un interview, vous citez Beko avec Delanoë et puis Hamad, ces gens-là. C'est vrai que ça existe, mais deux frangins, c'est quand même... C'est plus rare, c'est vrai. C'est assez rare. Très rare. Personnellement, je ne connais pas d'autres. Moi non plus. En cinéma, on a parfois des couples. Il y a les frères Taviani, les frères Cohen. Les Belges. Dardenne, bien sûr. Comme ça, c'est un peu plus fréquent, mais en chanson, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Mais c'est vrai que j'ai souvent l'habitude de dire que je fais un petit peu ce métier et je fais des chansons
vraiment pour continuer cette relation que j'avais avec Philippe, quoi. C'est vraiment quelque chose de magique et cette osmose est magique, quoi. Il y a vraiment une telle entente, un tel équilibre entre nous que c'est une des choses qui m'excite beaucoup dans dans ce métier, enfin dans ma pratique de ce métier et dans le fait de faire des chansons, quoi. À ce jour, vous ne vous voyez pas chanter sans lui, en quelque sorte. Et non, c'est vrai que c'est... Il m'arrive de collaborer avec des gens pour mettre en musique d'autres textes, ce que j'aime beaucoup faire également. Je travaille pour des gens que vous devez connaître, des gens François Gaillard, Jeanne Garraud, Rémo Gary. Oui. Donc ça c'est différent, je leur livre une musique qu'ils interprètent eux, mais c'est vrai que les chansons de mon répertoire sont toujours écrites à 4 mains avec Philippe. C'est quelque chose, hein. Oui, alors vous êtes à votre 4e album et on dit qu'il y a une certaine maturité. Je ne veux pas dire que les 2 premiers étaient des coups d'essai, mais moi je peux le dire à votre place. Non, à partir du... Alors, 2002, premier CD, Les Salades, 2004, Les Choses de l'Esprit. Et puis, est-ce que, sans doute, vous avez fait beaucoup de premières parties? Oui. Entre-temps, vous êtes parti au Sénégal, là, mais c'est le musicien qui est parti pour faire de la musique de danse, avec une expérience un peu particulière. Mais peut-être que c'est rentré dans ce qu'on dit maintenant votre maturité. Sans doute. C'est une étape assez importante pour moi, je m'en rends compte. Je suis parti effectivement au Sénégal pendant 2 mois pour participer à la musique d'un spectacle de danse contemporaine. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel j'étais complètement novice. J'ai appris beaucoup de choses. Alors le fait de partir en plus loin de ses bases comme ça, le Sénégal c'est quand même très dépaysant, ça m'a beaucoup apporté. Et puis de rencontrer des gens là-bas, de faire de la musique avec des gens, et puis de bosser sans parole finalement sur un spectacle de danse. Pour faire de la danse. De se concentrer sur la musique, sur la matière musicale qu'on pouvait livrer aux danseurs pour qu'ils s'expriment eux. C'était vraiment très enrichissant. Ça m'a sorti de mon petit carcan de chanteur, accompagnateur, guitariste. Et ça m'a apporté des clés, je pense, qui m'ont servi pour la suite. Parce que d'une façon générale, même si ce n'est pas systématique, votre frère vous amène des textes et vous les habillez, enfin je ne sais pas comment dire, mais vous ajoutez... C'est joli, vous les habillez de notes, je prends. Et des moments, la couture n'y est pas, donc vous lui demandez de repriser un petit peu, je continue l'image. Alors soit je le fais moi-même, ou le plus souvent c'est Philippe qui s'y colle à la lumière un petit peu de mes indications et de mes requêtes, si on peut dire, par rapport au schéma musical que j'ai envie de calquer sur ces mots-là. Est-ce qu'il y a eu un peu une ressemblance avec la musique de danse, c'est-à-dire on vous donne quelques clés, il faut bâtir, mais en fonction de ce que vous proposez, il faut ajuster à ce qui est possible. Donc il y a une ressemblance. L'analogie est très juste. Et j'avais même pas pensé, vous voyez, c'est vrai, c'est exactement ça. Sauf que la danse, il y avait quelque chose, surtout la danse contemporaine, il y avait quelque chose de très abstrait. Et les mots, quand même, on est quand même dans quelque chose de plus concret. Mais c'est la même cahier des charges, c'est la même problématique. Cet équilibre, moi, auquel je suis très, je suis très sensible, l'équilibre parole et musique, pour moi, même dans la chanson d'auteur, si on peut dire, chanson de parole, chanson à texte, c'est des chansons d'expression. Termes, voilà, c'est des termes qui valent ce qu'ils valent, mais en tout cas, même dans cette forme de chanson-là, que je crois pratiquer en partie, on va dire, cet équilibre musique et texte m'importe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout ce travail a été honoré avec des prix. Vous êtes sensible aux prix ? Ça fait toujours plaisir. Ça pose des jalons et puis ça récompense un petit peu un chemin, mais il faut surtout pas s'arrêter à ça, bien sûr. Ça justifie de continuer. Ça justifie de continuer, exactement. Mais même si c'est un petit peu bateau ce que je veux dire, mais la vraie récompense, c'est quand quelqu'un vient nous dire à la fin d'un spectacle, telle chanson m'a touché, tel truc m'a fait penser à... Enfin voilà, c'est des choses comme ça qui me font réellement du bien. Alors c'est ce que vous dites, vous, c'est la recherche de l'émotion. Oui. C'est... Alors, Rémo Gary, que vous connaissez bien, je travaille avec lui, à la même question, à ce même micro, lui, il tique un petit peu. C'est Rémo Gary, il n'est pas là, on peut le dire. Il lui dit, mais il n'y a pas que l'émotion,
il faut aussi parfois qu'on provoque des questions, un petit bout de réflexion. On en parlait tout à l'heure justement au cours de l'atelier. Non, mais on parlait il y a une chanson où il y a un vers qui, dans le même vers, il y a cœur et cerveau. Et il disait, c'est indissociable en chanson d'expression, les deux doivent se réunir. Il n'y a pas que le cœur, il n'y a pas que l'émotion. Il est cohérent. Hein, ben bien sûr. D'un jour à l'autre, il dit la même chose, c'est bien. C'est bien, vous voyez. Mais pour vous répondre, c'est vrai que moi je fonctionne quand même plus à l'émotion, même si avec Philippe, mon frère avec qui j'écris les chansons, on s'attache à dire des choses, à ce qui est quand même un discours. Donc ça passe quand même pas uniquement par le cœur. Effectivement, ça passe aussi par le cerveau. Ça, c'est quand même, on peut pas, c'est indissociable. Alors surtout les 2 derniers CD, 2008 Singapour, et cette chanson phare, qui était mal barrée un petit peu au départ, j'ai cru comprendre. Enfin. Ah, qui était mal barrée dans sa conception. Oui, c'est vrai que Philippe me l'a livré en n'y croyant pas du tout. Parce qu'on a une sorte de pacte, c'est-à-dire qu'il me livre tous ses textes, même ceux auxquels il ne croit pas du tout. Et Singapour en faisait partie. C'est une chanson qu'il n'aimait pas. Qu'il n'aimait pas. Il l'a quand même faite, mais il ne la défendait pas. Il me l'a livrée et moi j'ai eu un coup de cœur pour ce texte et que j'ai reprisé, comme vous le disiez tout à l'heure. J'ai fait des coupes notamment et puis je l'ai mise en musique et quand je l'ai présentée à Philippe, il l'a beaucoup aimé. Du coup, il y a eu une espèce de renvoi comme ça assez marrant. Et elle est devenue le nom même de l'album. C'est vrai que j'ai commencé à la faire sur scène et puis au fil des concerts, je me suis aperçu que cette chanson avait un certain impact et les gens m'en parlaient beaucoup. Alors c'est Singapour, mais bon, il n'est pas question de la ville. Enfin, non, c'est directement de la. Voilà. Bon. Pour la petite histoire, c'est vraiment une chanson que on a écrite par rapport à quelque chose qui s'est vraiment passé en 2006, je crois, où il y a vraiment une délocalisation d'une usine vers Rennes qui est partie à Singapour et ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que les gens sont arrivés le matin pour bosser et les grilles étaient fermées, quoi. Et je me rappelle des témoignages à l'époque qui étaient très très émouvants de travailleurs qui racontaient ça, quoi. Ils n'ont pas du tout été prévenus et l'usine a été délocalisée comme ça de façon sauvage, quoi. Et ça nous a inspiré cette chanson et c'est vrai que moi je me voyais pas la chanter des années et des années quand même. Je me disais que ça allait devenir un peu obsolète. Malheureusement, c'est pas trop le cas, quoi. Parce qu'elle est tout à fait dans le style des chansons qu'on appelle les chroniques. Exactement. Elles sont liées à l'actualité, à un certain temps, à un certain esprit du temps. Mais si elle dépasse justement ce temps, c'est qu'elle est réussie. C'est vrai que, je sais pas, en tout cas, c'est vrai qu'on aime bien avec Philippe s'attacher à des réalités, on va dire, sociales, mais ne pas s'en tenir là et essayer de faire en sorte que les choses qu'on dit soient universelles, quoi. Sur Internet, je fais une petite recherche, j'essaye de repérer dans les articles qui parlent de vous, quels sont les mots qui reviennent le plus souvent. Alors c'est vrai qu'il y a ce mot chronique, surtout à propos des 2 albums, Singapour, et puis 2012, celui de l'année dernière, le premier Homme. Et aussi, vous êtes repéré comme quelqu'un qui sait bien présenter des losers, des perdants, des hommes, on ne va pas dire déchus, comme dans les nouvelles. Comme dans les nouvelles où on parle d'une crise. Ouais. Voilà. Oui, j'aime assez ça. On utilise pas mal le portrait pour exprimer des choses ou des sentiments. Ouais. Un petit peu à la manière de gens comme Renaud qui faisait beaucoup ça, où il prend des portraits, alors surtout effectivement de losers ou de marginaux, pour mettre en lumière une certaine réalité sociale ou des émotions, quoi. J'aime assez ça, ouais. Là, on est bien à la fois dans l'émotion, mais dans la réflexion aussi. Bien sûr, quand même. Bon. Mais c'est vrai que l'émotion à laquelle pour en revenir à ce qu'on disait, l'émotion, moi, j'envisageais surtout ça de la manière dont je pratique le métier. Je suis vraiment porté par cette émotion. Le type sur la scène. C'est ça, exactement. Après, dans l'écriture et la composition de chansons, ça passe forcément aussi par ce qui est dans la tête, ça c'est sûr. Vous venez du Creusot. Oui. Mais au bout d'un moment, vous avez mis vos pénates du côté de Lyon, à Lyon même, qui est, à vos yeux, une ville et une région porteuse par rapport à la chanson. J'aime énormément cette ville. Alors, entre le Creusot et Lyon, il y a eu une escale à Dijon, ville où j'ai fait mes études, quelques années, 5 ou 6 ans. Et puis, en effet, je suis arrivé à Lyon il y a une dizaine d'années et je m'y sens très très bien.
pour beaucoup de raisons, hein, mais c'est vrai qu'entre autres, je trouve qu'il y a une scène, comme on dit, une scène lyonnaise très riche, beaucoup d'autres chanteurs avec qui échanger des choses, avec qui collaborer, beaucoup de lieux dans lesquels on peut s'exprimer. Il y a la salle du Rancy. Voilà, la salle des Rancy. À tout bout de champ. Voilà, exactement. La salle Léo Ferré aussi, il y a des plus grandes salles. Enfin bon, il y a une vraie dynamique. Et moi, venant du Creusot, mais aussi à Dijon, il n'y avait pas ça, quoi. Et à Lyon, moi, je me suis vraiment senti bien. Et je trouve qu'il y a une place pour cette chanson un petit peu marginale, si on peut dire. Il y a de la place, quoi. Ah, vous dites marginale? Oui, ou peu médiatisée, on va dire. On parle de vous, c'est le trait d'union entre le rock et la chanson. Oui, j'aime bien cette formule. Donc la chanson est quelque chose un peu particulière, c'est un ghetto. Quand on écoute, on avait juste avant, là sur le même siège, on avait Jacques Bertin. Ah oui. Jacques Bertin ne mâche pas ses mots. Ah oui, je sais. Hein. J'aime beaucoup Jacques Bertin. Et vous écouterez son interview aussi. Avec plaisir. Et il dit, il n'y a pas d'autre solution, il faut exister ailleurs. Mais il faut exister ailleurs. Donc, quand on dit ça, on a presque l'impression, c'est plus que la marge, que le ghetto presque. Comment vous voyez les choses? Je dirais pas ça, mais moi je suis issu d'une autre génération, donc c'est sans doute différent. Mais c'est intéressant justement. Moi je pense que de plus en plus, on va aller vers quelque chose de, si vous voulez, on va retourner à une certaine forme de proximité avec les gens, et on va de plus en plus se passer d'intermédiaires. Et ça j'y crois assez. Alors les intermédiaires. Alors que ce soit les maisons de disques, on voit quand même que ça perd quand même vachement en ce moment de son rayonnement. Les managers, etc. Enfin moi je pense que l'avenir c'est dans quelque chose de plus proche, de plus simple, de plus authentique. Lui il dit, c'est pour ça qu'il a créé sa société Vélène. Oui. Il a dit il faut être autonome. Ben voilà, ça rejoint ce que je dis. Exactement. Moi je pense que l'indépendance est notre salut. Je pense vraiment. L'indépendance est notre salut en tant qu'artiste très peu médiatisé. Donc si vous voulez, d'où les assauts un petit peu militantes comme ça qui sont dans ce circuit de chansons, d'où les concerts chez l'habitant que je développe pas mal et que j'adore faire, qui cohabitent avec des scènes plus conséquentes, des grosses premières parties. Tout ça, c'est très lié. Les actions culturelles aussi, j'en fais pas mal. Je bosse en prison, en collège. Tout ça, c'est vraiment le même métier pour moi. C'est quelque chose tout est lié. Donc c'est diversifié. Tout s'alimente. Mais toujours présenté, comme vous dites, des chansons dignes et populaires. Ah oui, c'est vrai que l'aspect populaire, moi, me préoccupe. J'aime bien m'adresser au plus grand nombre, même si je ne vise pas une large audience. J'aime à penser que mes chansons, elles sont reçues, entre guillemets, du premier coup à la première écoute par les gens sur scène. Vous êtes né en 1978, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Faut que je fasse un calcul rapide. Vous 35. êtes trentenaire. Oui, voilà. 35. Quand vous allez dans des salles comme à Viricelle, où je vous ai vu, comme à Feur, où je vous ai vu aussi, tiens, toujours en première partie de Jacques Bertin. Bertin, voilà. Quand on regarde le public, oui. Ce ne sont pas des gens de votre âge. C'est sûr. Ce sont des gens de 50 ans ou plus. C'est-à-dire les gens qui ont connu une certaine époque, bien sûr, où la chanson dite française ne faisait pas peur. Il était plus médiatisé aussi, j'imagine. Oui. Alors moi, c'est vrai que ne faisait pas peur. Oui, c'est vrai que moi, c'est des gens que j'ai écoutés, ça aussi, moi, a posteriori. Hein, c'est vrai que mes parents écoutaient les Brassens, Moustaki, Béard... Brel, voilà, je pourrais continuer la liste, mais c'est des gens qui m'ont touché beaucoup. Gainsbourg, ouais. C'est des gens que j'ai beaucoup écoutés, mais parallèlement à des choses un peu plus de mon temps, des choses plus récentes comme je sais pas Radiohead, U2, Dire Straits, des choses comme ça. Et j'ai fait un peu ma salade de ces deux influences. La partie que m'a légué mes parents, c'est très très important pour moi aussi ça. Toute cette chanson d'auteur des années 50 à 70, on va dire. Je m'en suis vraiment nourri, quoi. Et que faudrait-il faire pour intéresser des générations plus jeunes? Est-ce que vous pensez qu'il y a une transmission qui ne s'est pas faite? Je pense. Alors, je ne saurais pas analyser, mais c'est manifeste. C'est vrai que les jeunes désertent les
les salles de chansons, ça c'est vrai. Pour la petite histoire, hier, j'ai justement fait un concert à Vichy, dans un amphithéâtre, Cavillam, je ne sais pas si vous connaissez, les c'est Alliances françaises. un centre d'apprentissage des langues. Exactement. J'ai chanté dans un amphi blindé d'étudiants étrangers, donc des gens jeunes. Non d'un chien. Et c'était magnifique, c'était un moment extraordinaire. Et les jeunes ont reçu ça. J'ai vu, et puis on a échangé après, qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Donc, forcément, moi je me pose la question, pourquoi en France c'est pas aussi évident? Mais Cavillam travaille avec l'Alliance française. Exactement. Donc, exactement. Voilà. Alors il y a peut-être une piste là, l'Alliance française, toutes les choses comme ça. Non mais c'est vrai. Et du coup l'accueil c'était tellement beau et sans a priori finalement, parce que les jeunes, j'ai l'impression en France sont jeunes, ils sont pas vraiment jeunes dans la tête finalement, parce que on est plus curieux, j'ai l'impression. Moi, j'ai pas honte de dire que je peux écouter dans la même journée Guy Béard et Nirvana, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout incompatible. C'est pas du tout incompatible. Et la musique dite classique, j'aime beaucoup. C'est audible pour vous? J'aime beaucoup. C'est pas la musique que j'écoute le plus, mais j'écoute plus volontiers du jazz en parlant de musique instrumentale. Mais la musique classique, il y a des œuvres qui m'ont bouleversé, Les œuvres pianistiques notamment. L'émotion toujours. Vous êtes plutôt guitariste. Oui. Vous avez une main droite où les ongles sont taillés exprès. Ça se voit. Ce sont des faux ongles d'ailleurs, pour la petite histoire. Bon. Vous êtes donc formé à la guitare. Vous évoquez le piano, vous pratiquez pas le piano? Très peu. Très peu. Je pianote. Vous savez poser les doigts au bon endroit. Quelques bases exactement, mais je suis guitariste et j'ai appris la guitare classique, donc ce qui m'a effectivement inculqué cette main droite dont vous parlez. Main droite. Et vous composez à la guitare? Ouais, c'est très rare quand parfois au piano je précise des mélodies ou des passages mélodiques, mais 9 fois sur 10 c'est à la guitare que je compose. C'est la guitare qui vous aide, d'accord. Puisque vous êtes de Lyon, je vais vous dire, ça fait rien, les auditeurs l'écouteront, il y a un nouveau magasin à Saint-Étienne, Guitare Avenue, et ils essayent de reprendre le concept de se spécialiser dans les guitares. D'accord. Moi j'ai eu la chance, grâce aux rencontres Marc Robin, on fait le lien, mais j'ai eu la chance de rencontrer Franck Cheval, luthier émérite, que vous devez connaître, qui avait fait une conférence ici il y a quelques années à laquelle j'avais eu la chance d'assister, puis j'avais conclu la conférence en jouant des chansons sur ses guitares. Parce que lui est gaucher, il fait des guitares pour droitier essentiellement, et du coup il ne peut pas toujours jouer sur ses guitares finalement, ses propres guitares. Et c'était un grand plaisir de croiser cet homme. Alors, ça sera une belle façon pour ramener le sujet suivant. Vous parlez de conférence, et justement, vous allez faire une conférence ici à Blonza. Le mot est un petit peu curieux, conférence. Mais causerie. Voilà, une causerie, ça me plaît plus. Oui, c'est en compagnie de Mouron et de Rémo Gary sur la transmission du répertoire. Ah oui, donc on est dans l'histoire de la transmission. Voilà, on est bien dans le thème, et c'est vrai que, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, le partage est hyper important dans ma façon de pratiquer la chanson, et partage, que ce soit avec mon frère, avec les gens, avec les musiciens avec qui je travaille. C'est vraiment une histoire de rencontre. C'est curieux parce que c'est quelque chose la création, c'est quand même quelque chose de très personnel au départ, mais très vite, moi en tout cas, j'ai ce besoin de le partager avec plein de gens. Donc il y a vraiment les deux, du coup, ça se complète. C'est un acte extrêmement solitaire. Et oui. Même parce que votre frère est seul quand il fait les textes, même si après il y a un ajustement entre vous. Moi, je suis seul quand je compose. Voilà. Et après, ça devient quelque chose d'extrêmement public. Bien sûr. Et même dans l'apprentissage d'un instrument, c'est seul qu'on travaille et qu'on progresse. C'est ce que disent les professeurs dans les écoles de musique qui reprochent aux élèves de ne pas travailler entre les séances. Ah oui. Ça demande un petit effort. Oui. La musique, d'écouter les chansons, c'est un travail. C'est un travail. Mais c'est pas forcément douloureux. Ah ben non, quand on aime, c'est pas douloureux. Est-ce que je peux vous demander, pour achever notre conversation, de lire un texte de Georges Moustaki? D'accord. Écrire des chansons, pour moi, ça n'est pas un métier. Il n'y a pas un art de la chanson, mais 1000 manières d'en faire une. Tu peux commencer par la fin, le milieu, mettre des paroles sur une musique, ou vice-versa. J'ai rêvé de couplets que je n'avais plus qu'à mettre sur le papier au réveil, et j'en ai écrit d'autres au milieu de la nuit, dans un train, au cours d'un repas. Il n'y a ni technique, ni recette, ni clé non plus. Parfois je suis resté des mois, des années sans écrire, ou sans le faire savoir s'il m'arrivait de le faire. Pour moi, il faut qu'une chanson vienne irrésistiblement ou qu'elle soit claire dans ma tête. Quand j'écris en prose, c'est un travail quotidien. S'agissant de chansons, je n'ai pas de discipline.
Je n'ai jamais, en 40 ans de scène, fait exactement 2 fois le même spectacle. J'en esquissais les grandes lignes pour prendre mes marques, éviter de me lancer dans un brouillard total, mais je n'ai jamais, comme certains de mes confrères, suivi une liste de chansons collées sur ma guitare. J'aime beaucoup ça. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que sur la fin, je me reconnais en fait. Moi, j'ai une sorte d'angoisse, de sainte horreur des concerts qui se ressemblent. Et si bien que ma liste varie toujours d'un spectacle à l'autre. Et pour vous musiciens, c'est pas déroutant? Au contraire. Ah, pour mes musiciens, les musiciens avec qui je travaille me connaissent, et puis c'est vrai qu'on travaille quand même pas mal ensemble, et ils s'adaptent. Je leur demande de s'adapter. C'est vrai que moi, même si on a une trame, hier, le spectacle dont je vous parlais, j'ai fait une liste, ce que j'appelle une liste indicative, c'est-à-dire qu'il y a une liste de chansons, puis il y a des points d'interrogation. Et parfois, je sens les choses, je sens l'énergie que nous, on renvoie et que les gens nous renvoient. Et parfois, je glisse à l'oreille du musicien qui m'accompagne. Celle-là, on la fait pas. Voilà, on passe à l'autre. Hop, et puis ça roule, quoi. Ou on fait tout de suite celle-là. Exactement. Et ça, j'aime bien cette liberté. Parce que c'est vrai qu'un spectacle trop écrit, avec des transitions trop écrites, je trouve ça ennuyeux au possible. Et puis mine de rien, je trouve que quelqu'un qui voit le spectacle, qui va voir le même spectacle à Nantes, et puis 2 mois après, le même à la virgule près à Strasbourg, c'est triste, quoi, quand même. On est dans du spectacle vivant, quand même, il ne faut pas l'oublier. Et moi, j'aime bien ce petit fil comme ça, cette mise en danger relative, parce qu'on est sur scène, hein, c'est pas non plus très dangereux. Mais cette petite mise en danger, je trouve, en tout cas, m'excite beaucoup en tant qu'artiste, quoi. Il y aurait un projet à cœur que vous voudriez réaliser un jour, mais vous dites patience, je le ferai, oui, mais il me faut encore un petit peu de temps. Ah, il n'y a rien qui me vient là. Il n'y a rien qui me vient. Donc tout ce qui vous arrive pour l'instant arrive bien? Oui, et puis arrive finalement de façon assez naturelle. Là, par exemple, vous connaissez sans doute le chanteur Hervé Lapalu, ça vous dit quelque chose? Le nom. Voilà, et on s'est retrouvés justement il y a quelques jours lors d'une soirée, et puis on a fini au petit matin comme ça. Lui a sorti sa kora, donc il joue de cet instrument, une harpe africaine. Moi j'ai sorti ma guitare, et on s'est retrouvés autour de chansons de Bob Dylan, adaptées à la kora et à la guitare. On a chanté, et c'était magnifique, et du coup on s'est dit, on va faire un disque, on va faire quelque chose, quoi. Il faut qu'on se rencontre à nouveau pour faire ça. Donc peut-être que ça donnera lieu à un projet sur scène ou sur disque, mais voilà, c'est ce genre de petites... oui, c'est des défis de cet ordre-là. Ouais, c'est des trucs sympas, mais c'est vraiment... Il vous rappelle demain. Il m'a déjà envoyé un mail en me disant, voilà, j'ai fait une première liste de chansons complète là, donc c'est merveilleux. Donc ça va se faire. C'est super. Vous nous ferez signe ce jour-là. Mais avec plaisir. Merci. Merci à vous. Et puis, à bientôt, une autre fois. Au plaisir.